La mort de la petite Isadora, 7 mois, le soir de Noël, a choqué la Guyane entière et endeuillé une famille au pire moment de l'année. L'Agence régionale de santé a diligenté une enquête afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Nous vous présentons ses conclusions. Passer en 2018 en dégustant un menu sain et équilibré, c'est désormais possible. La preuve avec notre reportage sur les Mébios qui savent se mettre sur leur 31 et régaler nos papilles et nos consciences pour une Saint-Sylvestre équitable. Retour d'expérience en Guyane à l'occasion des vacances de Noël, les champions de taekwondo de la famille Célin ont partagé leur savoir-faire avec des jeunes à Matoury, un moment d'échange dans un esprit sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook. Jour de Noël cauchemardesque pour la famille Kahn, dont la petite fille de 7 mois est décédée après avoir été pourtant consultée à 2 reprises à l'hôpital André-Rosemont. 4 jours après la mort de la petite Isadora, une enquête administrative a été ouverte par l'Agence régionale de santé afin de faire la lumière sur cette tragédie. Docteur Lacapère, inspecteur de santé publique de l'ARS, dévoile ses conclusions au micro de Gaël Oassim. Alors, les conclusions de cette enquête sont que l'enfant a été vu aussi bien par les infirmiers que par les médecins dans des délais rapides. Il faut dire que cette journée-là et cette nuit-là, en fait, il n'y avait pas un excès de malades par rapport au nombre de personnels qui devaient les prendre en charge, que par ailleurs, les signes qui devaient être recherchés pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire à cet enfant, du point de vue de l'hospitaliser ou pas, ou du point de vue du traitement, ont été recherchés. Ils sont consignés dans l'observation et ils étaient à un niveau qui, selon les prescrits des sociétés savantes, n'imposait pas une hospitalisation. Il n'en reste pas moins que, telles que les choses se sont produites, tragiquement, les critères qui ont été respectés ont été pris en défaut. Au service des urgences, la nuit, il n'y a pas de pédiatre. La filière spécifique des enfants est une filière qui est toute la journée. Pendant la nuit, c'est les urgentistes qui voient quand même beaucoup d'enfants, qui prennent en charge les enfants et qui demandent un avis du pédiatre s'il le juge nécessaire. Non, il a été ausculté par un médecin et ce médecin était en mesure d'apprécier les signes que l'on rencontre dans la pathologie que présentait cet enfant et de les interpréter par rapport aux recommandations nationales de la Société française de pédiatrie. C'est malheureux de le dire, mais quand même une pathologie courante et qui n'est pas d'une difficulté majeure. Par contre, on sait que dans un certain nombre de cas, elle peut être vraiment grave et c'est pour ça qu'il faut chercher certains signes qui disent qu'il faut le garder à l'hôpital. Ouvrons maintenant une page politique avec le député Gabriel Serville qui a présenté le bilan de ses 6 premiers mois de mandature. Quels dossiers ont déjà été menés à bien et quels sont ses projets à venir? Les réponses récoltées par Karwin Alcide. C'est un bilan d'insatisfaction par rapport aux démarches que nous avons introduites auprès du gouvernement, que ce soit sur le projet de budget 2018, que ce soit sur le projet de loi qui met fin à l'exploration des hydrocarbures, que ce soit sur la loi travail. Nous avons tenté d'apporter des améliorations. Certaines ont été acceptées par le gouvernement, mais globalement, pour ceux qui concernent la Guyane, et notamment sur le plan budgétaire, je considère que c'est un bilan qui est largement insuffisant, eu égard aux promesses qui avaient été faites, notamment à travers le plan d'urgence que nous avions fait valider suite au mouvement de mars et avril 2017. On s'est retrouvé dans un projet de loi de finances 2018 qui ne prenait pas véritablement en situation, toutes les remarques que nous avions faites. Bien évidemment que le travail, il va continuer, mais pour l'instant, je considère que c'est un bilan qui est plutôt insatisfaisant. Je vous dirais qu'il faudrait qu'on fasse la révolution. Le problème, c'est que je ne peux pas faire la révolution tout seul. Les parlementaires ne pourront pas faire la révolution tout seul. Il faudra vraiment continuer ce travail d'explication, faire ce travail de pédagogie, de didactique, pour que la population comprenne le cheminement que nous avons emprunté et que le gouvernement voit face à lui une population qui demeure déterminée, qui demeure convaincue que la trajectoire qui a été imprimée aux choses jusqu'à aujourd'hui n'est pas la bonne. Le président lui-même l'a dit, qu'on ne peut pas continuer à diriger la Guyane depuis Bruxelles et depuis Paris. Ça veut dire que la question des institutions, la question du statut de la Guyane devra être posée.
La qualité de l'air ne s'est pas améliorée en Guyane en cette semaine et nous finissons l'année en alerte. L'épisode de pollution provoqué par la poussière du Sahara entraîne des conséquences sur les personnes fragilisées et la population en général, à qui il est recommandé de réduire les activités physiques en plein air et l'utilisation des véhicules. Après 20 jours de grève, les employés de Guyavert maintiennent la pression en bloquant l'accès des sociétés du groupe Guyamazone. Où en sont les négociations? Pierre Tréfou a posé la question à David Farlot. On a eu des entrevues avec eux, mais bon, le point du statut est toujours bloqué sur les revendications qu'on a fait. Et jusqu'à présent, bon, on est au 17e jour de grève. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse concrète au niveau de la direction. La plupart de ceux qui sont là sont solidaires depuis le début. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas suivi le périple qu'on est en train de poursuivre là. Parce que bon, ce sont des CDD, on les comprend. Mais le reste du personnel, nous sommes tous solidaires entre nous et nous attendons une réponse aussi éventuellement de la direction. Ah, on est là jusqu'à temps qu'on ait une bonne réponse. Hein. Tant qu'on n'a pas une réponse concrète, eh ben, on sera là. On a déjà fait des propositions, on n'a pas eu de réponse qui allait dans notre sens. Alors on est là jusqu'au bout. On a déjà passé le 25 ici, alors on s'apprête à passer le réveillon et le nouvel an aussi. Pareil. 129, c'est le nombre de boulettes de cocaïne ingérées par un jeune Guyanais de 17 ans interpellé à l'aéroport de Roissy. Placé en détention provisoire, le jeune récidiviste aurait mis plus d'une semaine pour expulser le kilo 400 de cocaïne qu'il avait ingéré. Cap sur la Guadeloupe, qui peut se féliciter d'un excellent départ de sa saison touristique. L'aéroport Paul Caraïbe tourne à plein régime, en partie à cause du froid qui sévit aux États-Unis et à l'impossibilité pour Saint-Martin d'accueillir des touristes suite aux ouragans. Un reportage de Linda Kayarsi. Chez les hôteliers, les carnets de réservation sont bien remplis. La saison touristique est sur une bonne lancée. Tous les acteurs s'entendent pour que ce soit une bonne saison. Nous avons certains hôtels qui ont 75% actuellement de clientèle étrangère et seulement 25% de clientèle hexagonale. Donc quand on dit que la Guadeloupe est une destination mono-française, ça devient de moins en moins vrai. Il reste encore beaucoup à faire pour séduire davantage de touristes. Le tourisme doit être de qualité et rentable, aussi bien pour les hébergeurs que la clientèle. Les hôtels en ce moment sont pleins. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne font pas beaucoup de bénéfices parce que nos charges sont trop élevées. C'est pour rendre l'hôtellerie compétitive, c'est pour que de grandes enseignes internationales reviennent avec des gestionnaires internationaux. Pour que cela crée un effet d'entraînement sur toute l'économie, il faut que les hôtels soient à la hauteur, il faut que l'environnement soit attractif. Et puis également, quand nous subissons des coupures d'eau totalement inadmissible, incompréhensible. Il faudra attendre la mi-janvier pour connaître les premières retombées économiques. Mais déjà, les touristes semblent conquis. On est arrivé ici super bien accueillis, il n'y a rien à dire avec les gens de l'hôtel. Très gentils, on nous a peut-être pas forcément dit ça dès au départ et en fin de compte, on s'est avéré que c'est tout le contraire. Hein. La saison touristique 2017 s'annonce donc de très bons crus. De son côté, le zoo de Martinique accueille 2 nouveaux pensionnaires. En cette fin d'année, un puma et un fourmilier viennent compléter la ménagerie de l'île aux Fleurs. Un reportage d'Anaïs Gall. Yago, réveille-toi. Yago profite d'un bain de soleil dans son tout nouvel enclos. Envoyé par le parc animalier d'Amsterdam il y a 3 semaines, il s'acclimate peu à peu. L'idée, fournir un partenaire à la femelle fourmilier afin de fonder une famille, une démarche essentielle pour sauvegarder certaines espèces en danger. On a des espèces pour lesquelles on les présente en captivité pour expliquer aux gens la biodiversité de notre planète, mais qui sont déjà tellement nombreux dans les zoos qu'on n'a pas besoin de reproduction. Dans ces cas-là, soit on a des groupes que de mâles, soit des groupes que de femelles, comme ça on est tranquille, soit parce que c'est mieux pour l'espèce, on a des couples mixtes, mais on a des options vétérinaires, par exemple ils prennent la pilule tout simplement pour ne pas avoir de reproduction. Et au contraire, on a aussi plein d'espèces qui sont menacées aujourd'hui dans le milieu naturel, pour lesquelles le travail des zoos, c'est vraiment justement d'arriver à reproduire ces espèces-là pour avoir des générations futures qui serviront un peu de réserve, si vous voulez, en cas d'extinction de l'espèce qui est concernée.
Un peu plus loin, un autre pensionnaire attire les regards des visiteurs. Et Lac, un puma de 4 ans venu du sud de la France. Certains ont déjà hâte de voir les futurs bébés. C'est une belle chose parce que c'est quand même une belle espèce, le puma. Donc on a hâte de voir aussi les petits venir peupler le zoo. Ce sera l'occasion de revenir. C'est bien de les changer pour qu'ils puissent se reproduire et faire des petits. C'est très bien. Je trouve qu'il est très beau. S'il y a une femelle, faire des enfants, puis comme ça va faire une grande famille. J'ai pas encore compris pourquoi il a une petite tête et puis il est gros. Il est magnifique et on dirait qu'il est enceinte, qu'elle est enceinte ou peut-être que c'est un mâle. C'est un mâle. Ah, il ressemble à une femelle. Si Lac est si imposant, c'est parce qu'il possède encore sa fourrure d'hiver. La première étape pour lui sera de s'acclimater à son nouvel environnement avant d'être mis en contact avec la femelle. Dans la nature, ce sont quand même des animaux qui sont solitaires. Donc dans les zoos, on essaye de former des couples pour essayer de vivre ensemble, puisqu'on est quand même dans une structure, on veut faire des reproductions par rapport à certaines espèces qui peuvent ou non être menacées. Et effectivement, par moment, ça peut ne pas fonctionner. Donc on est censé avoir une équipe autour qui est là pour superviser la rencontre. Donc à ce moment-là, on va avoir plusieurs personnes qui vont être là à observer les animaux, à regarder niveau contact, donc le visuel que les animaux pourront avoir, les sons qu'ils pourront mettre, le corps. Donc c'est un petit peu plein de signes qu'il faudra observer. Ouvert en 2014, le zoo accueille aujourd'hui près de 250 animaux et plus de 40 espèces. Cette année, plusieurs familles se sont d'ailleurs agrandies, comme ces tamarins à main rousse. Yago et Lac feront peut-être partie des prochains à éditer leur carnet rose. Et si le bio et les produits du commerce équitable s'invitaient dans notre dîner de la Saint-Sylvestre, un moyen de commencer l'année de façon saine, équilibrée et engagée, Gaël Oassim nous a concocté ce reportage. Les menus du réveillon de la Saint-Sylvestre sont aussi nombreux que variés, mais si, pour changer, nous nous laissions tenter par un réveillon bio. Présentation de produits parfaits pour un 31. Il y a plusieurs produits bio, il y a le vin, il y a le champagne, il y a notre panettone et il y a les chocolats. Le vin bio, c'est que c'est fait, par exemple, le vin il est fait à base de raisins, ce sont des raisins bio, donc ça veut dire avec le label bio. Le panettone, c'est un gros pain, au pain en raisin en fait. Et c'est fait à partir de produits bio, donc de la farine bio, du raisin bio, etc. C'est un bon dessert. Et pour accompagner cette petite sélection, découvrons ensemble des apéritifs et un plat goûteux composé de produits bio uniquement. On peut faire des verrines pour les apéros. On peut faire le plat de l'entrée jusqu'au dessert. Tout est faisable. Tout ce qu'on trouve sur le marché normal et dans le bio aussi, il existe aussi. Parce que normalement, on a du pâté, on a du pâté vegan, on a du champagne, on a du vin, de la bière, on a du riz, on a tout. On a de la viande, etc. Gratin de banane, fruits à pain et igname. Pour mon gratin, j'ai mis juste un petit peu de fromage pour donner la croûte, pour donner l'aspect gratin. Mais après, le reste, c'est avec du lait végétal, du lait de soja, de la crème de soja, des bouillons de légumes sans glutamate, de l'ail, etc. Se régaler d'ingrédients bons pour le palais et pour la santé, voilà une bonne façon de commencer l'année. Une Saint-Sylvestre bio, c'est plus que possible. Les vacances sont propices aux activités sportives, la preuve avec ces jeunes qui s'entraînent au sein de la Maison des Arts Martiaux Lucie d'Écosse, sous l'œil expert de deux champions de taekwondo. Laurigane Célin est sur le plateau pour venir en parler avec nous. Bonsoir mademoiselle Célin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Avant d'échanger, je vous propose que l'on regarde ensemble votre entraînement de ce matin. D'accord, pas de souci. Signé Kerwin Alcide. Le but de ce stage, c'est tout d'abord de transmettre notre savoir-faire de haut niveau pour pouvoir les apporter aux combattants guyanais qui viennent en compétition internationale de temps en temps. Quand j'étais petit, ma mère elle m'a beaucoup soutenu et ça fait du bien de savoir que quelqu'un est là pour nous pousser, pour réussir.
niveau guyanais, il est très bon. On a beaucoup de combattants très doués, très motivés, très engagés, qui peuvent réussir en compétition internationale. Après ce stage-là, j'ai les championnats de France Espoir en mars, qui pour moi qui sera décisif parce que je devrais garder mon titre, vu que l'année dernière j'ai fait premier au championnat de France Espoir. Et je suis passé senior cette année, du coup, pour garder mon titre, et il faudra que je garde ma place. Rebonsoir. Bonsoir. Vous avez mené à bien cette semaine de formation avec des jeunes. Comment s'est déroulée cette semaine justement? Alors au début, il s'avère que c'était quand même assez difficile pour les jeunes de s'adapter, on va dire, à une autre manière d'entraîner, et puis une enseignante, on va dire, qui ne les a jamais suivis de plus près. Donc, mais depuis le début de semaine jusqu'à maintenant, ils ont fait une bonne entame de semaine, de stage, et ça progresse de plus en plus. Il y a beaucoup à faire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de me parler un petit peu de votre parcours. Alors, mon parcours, j'ai débuté par une initiation de taekwondo durant mon enfance à Perpignan. Et à l'issue de ça, à mon arrivée en Guyane, à l'âge de 6-7 ans, ma mère m'a inscrite au club de Montlucas. Jusqu'à mes 14 ans, j'ai fait, on va dire, la majorité des clubs. J'ai été à Matoury, j'ai été à Cogno, j'ai été à Montlucas, j'ai fait la majorité des clubs. Et à mes 14 ans, je suis partie en métropole pour intégrer l'équipe de France. J'ai fait 3 ans au Crêpes d'Aix-en-Provence, en équipe de France. Et en 2013, je suis montée à l'INSEP, à Paris. Et jusqu'à présent, j'y suis. Est-ce que vous avez été obligé de quitter la Guyane pour pouvoir vous développer dans votre sport? C'était assez difficile, vu que j'étais quasiment la seule fille en Guyane de ma catégorie. Donc je combattais contre des seniors alors que j'étais que junior. Donc pour trouver, on va dire, des filles de ma catégorie, c'était assez difficile. Donc jusqu'à présent, ils rencontrent un peu ce petit problème. Mais au jour d'aujourd'hui, ils échangent énormément avec les pays étrangers qui sont autour de la Guyane. Mais à l'époque, il y avait moins d'échanges. Donc c'était assez difficile pour moi. Donc il a fallu effectivement que je parte et que je saisisse ma chance en métropole. Donc dans votre cas précis, ce n'est pas du tout une question d'infrastructure, c'était vraiment une question d'effectifs. D'effectifs et d'infrastructures également, vu que je m'entraînais, on va dire, dans différents clubs. Les clubs n'étaient pas ouverts, on va dire, tous les jours dans mon club respectif. Du coup, je faisais vraiment tous les clubs J'allais même à Roura. Donc, pour vous dire, j'ai assez bougé en Guyane pour pouvoir m'entraîner. Tandis qu'en métropole, il y a une structure, il y a un suivi. J'avais que 14 ans, il y avait tout mis en place pour la réussite sportive et scolaire. Donc, on va dire, la structure elle-même m'a beaucoup aidée. D'accord, donc depuis 2013, vous êtes à l'INSEP. Oui. Vous suivez une formation sport-études. Quelles études suivez-vous? Je suis en master management du sport actuellement. Donc, j'ai débuté en licence entraînement et en L3, en licence 3, je me suis orientée vers le management. C'est compliqué pour vous de pouvoir mener de front ces deux occupations, ces deux fonctions? Compliqué, on va dire mes premières années, vu que l'INSEP propose justement entraînement du sport. Donc je me suis orientée vers cette filière. J'ai fait 2 ans. Au bout de ces 2 ans, je me suis dit que l'entraînement n'était pas fait, les études entraînement n'étaient pas fait pour moi. Du coup, en L3, j'ai dû aller à l'extérieur, à Créteil. C'est à 20 minutes de l'INSEP, du coup, mais les aménagements ne sont pas vraiment faits. Du coup, c'est à moi de me débrouiller pour trouver des enseignants qui puissent venir à l'INSEP pour m'apprendre certaines matières que je n'ai pas, d'aller à la rencontre de certains profs compétents dans l'INSEP qui puissent m'aider sur quelques devoirs. Mais on va dire, j'ai validé ma licence, surtout avec du travail personnel. J'ai dû aller à l'université peut-être 9-10 fois dans l'année. Donc c'est vraiment un acharnement personnel que j'ai fait au quotidien. Justement, pour quel débouché, quel est le métier souhaiteriez-vous bien exercer?
Alors, à la base, je m'orientais sur une fonction en mairie, en collectivité territoriale, soit au conseil général ou des DJS, mais en collectivité. Après avoir fait un stage en mairie, on va dire mon métier futur est un peu remis en question, vu que c'est assez difficile comme stage. Donc je me suis dit peut-être m'orienter sur la communication, l'événementiel, en tout cas le management. Toujours dans le domaine du sport? Toujours dans le domaine du sport. Vous envisagez de revenir en Guyane? Pourquoi pas, mais ça reste à voir encore. Mais franchement, pour aider la population guyanaise, pourquoi pas. Justement, toujours dans le cadre du retour, revenir comme ça, faire une formation pendant vos vacances, alors que vous avez déjà un emploi du temps assez chargé, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors personnellement, beaucoup de bien, vu que la chaleur m'a manqué, voir aussi mes entraîneurs qui m'ont connue depuis petite, voir le mouvement aussi guyanais grandir, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça, voir le changement, franchement, ça fait du bien. Hormis le sport, voir juste le Family Plaza, toute l'infrastructure qui monte en flèche, c'est énorme de voir la Guyane justement qui va vers l'avant. Donc voilà. Et dans les jeunes que vous avez formés, il y a des petits potentiels? Vous avez pu observer oui, quelques jeunes qui... Oui, franchement, alors j'ai un groupe de petits qui va peut-être de 3 à 8-10 ans, ils étaient au moins une vingtaine. Et j'ai un autre groupe de 10-12 ans jusqu'à 20 ans, une vingtaine encore. Et parmi les petits comme les grands, j'ai vu que vraiment il y avait un fort potentiel et qu'il y en a déjà que je suis qui viennent régulièrement en France et que j'ai pu participer avec eux à certaines compétitions, au championnat de France, voir leurs résultats, leur manière de combattre. Mais je vois effectivement il y a un fort potentiel ici et il faut vraiment qu'ils soient suivis et poussés pour aller beaucoup plus loin. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout comme hier, nous vous invitons à un retour sur image de l'année écoulée, signature des accords de Guyane, élections législatives, retour sur les événements marquants du deuxième trimestre 2017. Moi, je pense que cette situation ne peut pas durer éternellement. Vous savez, après tout ce qu'il y a eu ces derniers jours, bien entendu, c'était nécessaire. Mais après une semaine, 2 semaines, il faut voir qu'il y a des commerces, tout est fermé. Et par la même occasion, il y a des gens aussi qui ont des loyers à payer, qui ont des produits qui se périment. Donc, il serait grand temps qu'on trouve une solution. La solution, simplement, c'est que de laisser au gouvernement le temps de réfléchir, pas trop longtemps, bien entendu, mais pour qu'on puisse, d'ici 2 ou 3 jours, ouvrir cette frontière, si on peut appeler ça comme ça, de tout ce qui se passe pour éviter qu'il y ait le pire demain. Ça ne devait pas se passer parce qu'on a toutes les manifestations qui ont été faites, qu'on a gérées, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est pour ça que vous êtes tous là. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, les jets de bombes lacrymogènes là, ça ne servait à rien du tout. Ça a fait qu'envenimer les choses. Les gens qui avaient en face de nous sont des amis. Alors, ça servait à quoi? Au final, ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent qu'on en vienne là. Dans l'explication de départ, ils voulaient que ça soit dans le plan de convergence. Voilà. Donc après plusieurs heures de discussion sur ce point-là, qui était un point très très important, on a réussi à l'extirper de ce plan de convergence et à le définir comme un plan d'investissement sur le fonctionnement et l'investissement dans plusieurs pôles, tels que la santé et l'éducation. Donc sur ces 2,1 milliards, la santé et l'éducation, entre guillemets, seront les grands gagnants de ce dispositif supplémentaire qu'on a réussi à valider avec l'État. Donc ça sera le comité de suivi qui va, entre guillemets, mettre la pression à qui de droit pour que les choses se fassent dans les plus brefs délais et assez rapidement, on va dire. Alors satisfait, c'est un grand mot, j'aurais préféré avoir beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Maintenant c'est un moindre mal, on a été jusqu'où l'on pouvait, je pense. On a prouvé que c'est 77 élus, c'est une population, c'est 40 000 personnes dans la rue, des collectifs qui ont quand même, qui ont vu qu'on a du mal à faire bouger un gouvernement, même en partance. Donc on se rend compte des réalités, je pense que ça nous servira aussi à tous quelque part de leçon. La Simco, c'est 100 millions de marchés publics
l'entreprise, elle se porte bien. Il y a une inquiétude au niveau du personnel. Effectivement, c'est un peu normal. Les multinationales, c'est réduction du personnel, etc. On essaye de faire le maximum de profit et ces bénéfices-là ne seront pas réinvestis en Guyane. Ils ont voulu nous faire sortir devant les impôts. Les 500 facteurs de violence, ils n'ont pas voulu. Et les gendarmes les ont tenus, les ont bousculés, ont malmené certains et les ont emmenés au poste de police. Il n'y a pas eu de justification, hein. Ils les ont emmenés, ils sont partis avec eux, c'est tout. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 29 décembre. La mort de la petite Isadora, 7 mois, le soir de Noël, a choqué la Guyane entière et endeuillé une famille au pire moment de l'année. L'Agence régionale de santé a diligenté une enquête afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Nous l'avons présenté, ses conclusions. Passer en 2018 en dégustant un menu sain et équilibré, c'est désormais possible. La preuve avec notre reportage sur les mets bio qui savent se mettre sur leur 31 et régaler vos papilles et nos consciences pour une Saint-Sylvestre équitable. Retour d'expérience en Guyane à l'occasion des vacances de Noël, les champions de taekwondo de la famille Célin ont partagé leur savoir-faire avec des jeunes de Matoury, un moment d'échange dans un esprit sport. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, l'édition de BFM TV. Très bonne fin d'année à vous tous. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.